Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Toujours dans cette émission spéciale Parole de candidat Delta FM à Dunkerque aujourd'hui, nous recevons après Adrien Nave, le candidat qui est, on va dire, le favori, en tout cas le maire sortant, c'est Patrice Vergrit. Merci Patrice d'être avec nous. Bonjour. Le carnaval se termine, soulagé ? Oui, un peu, parce que ça s'est très bien passé. Comme quoi la concertation a été utile. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de responsabilité de l'ensemble des carnavaleux et je suis très content de la façon dont ça s'est déroulé, y compris sur Malo. Ça a été une bande quasi parfaite. J'ai eu que des retours positifs. Donc oui, heureux et soulagé de voir que les Dunkerquois tiennent à leur carnaval et qu'ils ont envie de le faire vivre encore comme ça. Et en vrai, vous avez eu des retours sur les nouveautés que vous aviez mis en place, chez ma tante notamment? Oui, des retours très très positifs. Alors on a vu aussi des pistes d'amélioration, notamment sur l'espace chez ma tante à Dunkerque. Mais des retours très très positifs. Les gens étaient ravis du départ de la digue, la façon dont on a réussi à organiser le rigodon à Malo. Donc oui, les retours sont vraiment extrêmement positifs des carnavaleux. Tant mieux, il n'y a que la météo finalement. Après le carnaval, il y a les municipales, le scrutin qui approche. En 2014, vous disiez vouloir faire 2 mandats. Si vous êtes élu, ce sera votre 3e. Qu'est-ce que vous répondez aux Dunkerquois qui vous le reprochent ? Que je n'ai jamais dit que je voulais faire 2 mandats. Donc, c'est une légende urbaine. Et d'ailleurs, il n'y a aucun article. Vous pourrez chercher vos émissions. J'ai jamais dit que je voulais faire 2 mandats. Donc voilà, je continue parce qu'il y a encore du travail à faire. On a fait repartir le territoire en matière de politique publique. Le bus gratuit, c'est connu. En termes d'aménagement et d'attractivité résidentielle, c'est connu. Sur le plan économique, notamment au 2e mandat, avec les résultats sur le chômage et sur les créations d'emplois. Je pense que maintenant, il faut hisser Dunkerque à la hauteur de ce qu'on attend d'une agglomération qui se développe, faire profiter aussi l'ensemble des habitants de l'agglomération et en particulier les Dunkerquois de la dynamique qui est aujourd'hui en place. Et je pense que pour ça, un 3e mandat est absolument indispensable. Et alors justement, si vous êtes élu, vous serez déjà dans la prospection, peut-être d'un 4e. Vous avez une vision souvent à Dunkerque à 10 ans. Vous serez dans la suite un petit peu. Non, je réfléchis pas moi-même pour mon destin personnel à 10 ans. On est les matchs les uns après les autres. J'ai toujours un cap et une vision pour l'avenir du territoire et ça, c'est extrêmement important. Je pense que n'importe quel élu doit pouvoir projeter sa ville à 10 ans ou à 15 ans parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre des bonnes mesures pour le court terme. Être cohérent entre le court et le long terme, c'est très important. Avoir une vision, un cap. Et ça permet d'ailleurs aussi à l'ensemble des habitants, à l'ensemble des acteurs économiques de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'investir, de pouvoir prospecter. Donc oui, avoir un cap, oui. Mon avenir personnel, c'est pas ça le débat. Tout en se projetant quand même, est-ce qu'on sera plus sur un mandat de continuité ou un mandat de transmission ? Transmission, j'en sais rien. Un mandat ni de continuité ni de transmission, un mandat qui doit permettre maintenant à Dunkerque de capitaliser sur la dynamique retrouvée. C'est ça qui est important. Je le redis, essayer d'amener des services publics, des services tout simplement à la hauteur de ce qu'est devenu Dunkerque aujourd'hui. On en a une certaine fierté aujourd'hui. On est considéré comme un modèle à l'échelle nationale. Donc maintenant, il faut des équipements, il faut des services qui doivent permettre de faire monter la ville. Et puis, veiller à ce que chaque Dunkerquois puisse bénéficier de ça, en termes d'emploi, déjà. Veiller à ce que les emplois qui se concrétisent sur le territoire dunkerquois profitent d'abord aux habitants de l'agglomération. Et puis, la formation, l'orientation qui est nécessaire pour pouvoir privilégier ça. Donc, c'est le mandat, j'ai envie de dire, où on doit pouvoir hisser l'agglomération à la hauteur de ce qui est devenu Dunkerque aujourd'hui. En 2020, vous aviez remporté l'élection dès le premier tour, malgré la présence de plusieurs listes. 6 ans plus tard, vous proposez une coalition encore plus large, finalement, qu'il y a 6 ans, avec des communistes, avec les républicains, les socialistes, les macronistes. Comment vous expliquez cette capacité de rassemblement ? Toujours la même méthode, la même qu'en 2014, la même qu'en 2020. On fait d'abord un projet pour les Dunkerquois. Moi, je fonctionne pas par idéologie, on fait d'abord un projet. Qu'est-ce qui est important pour l'avenir de Dunkerque ? On écrit ce projet et ensuite, on se tourne vers tout à chacun, les partis politiques, mais n'importe quel citoyen qui a envie de soutenir ce projet. Il se trouve que cette fois-ci, un peu plus de formations politiques se sont retrouvées dans le projet, ont souhaité le soutenir. Tant mieux, je pense que c'est bien pour la démocratie, ça fonctionne comme ça. Et ça a montré effectivement une adhésion large. Moi, j'oublie jamais aussi que ce qui fait la force d'un territoire, c'est son unité. Et voir effectivement
C'est le cas, par exemple, à la communauté urbaine avec l'ensemble des maires. Voir des formations politiques soutenir un tel projet, marquer un élément unitaire, ça donnera d'autant plus de force au développement du territoire demain. Donc moi, je me réjouis qu'un certain nombre de partis politiques aient souhaité soutenir le projet qu'on a défini pour Dunkerque. Encore une fois, sans idéologie, sans parti pris, le but de jeu et ce qu'on met au centre, c'est l'intérêt des Dunkerquois. Vous parliez de modèle tout à l'heure, Dunkerque, un modèle en France. Est-ce que ça aussi, c'est un modèle? Parce qu'on a vérifié, on n'a pas trouvé de commune, à l'échelle en tout cas de Dunkerque, qui rassemble des communistes républicains. Oui, c'est vrai, tant mieux. Si on réussit à le faire, ça prouve encore ce sens de l'unité qui est, à mon avis, absolument indispensable. Vous savez, je le redis, si on a obtenu ces résultats depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis plus de 10 ans, sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est aussi parce qu'on est unis. Alors, souvent, on dit l'unité des maires de l'agglomération, c'est souvent ça que je mets en avant, mais aussi, c'est important d'unir les Dunkerquois derrière un projet fort, sans idéologie, sans parti pris, au-delà des sensibilités politiques partisanes. Très bien, les partis politiques à l'échelle nationale, mais là, ce qui est important dans une élection municipale, ce sont les intérêts des Dunkerquois. Et donc, moi, je trouve ça plutôt bien qu'on arrive à unir l'ensemble des formations politiques derrière cet objectif-là. Bon, en commission, ça doit être musclé parfois, non? Entre des communistes d'un côté, des républicains de l'autre, vous êtes faire l'arbitre parfois? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça se passe même très très bien. À partir du moment où on dépasse les questions idéologiques, à partir du moment où on n'arrive pas avec des préjugés, à partir du moment où on se recentre sur l'intérêt des Dunkerquois et qu'on est réaliste, regardez la question de l'égalité des chances. Moi, j'aime bien prendre ça. On a réussi à rassembler tout le monde sur la question des classes bonus. On a réussi à rassembler tout le monde sur la question des parcours de réussite. Donner la possibilité à chaque jeune Dunkerquois de poursuivre ses études, quels qu'en soient ses moyens. Donner la possibilité à des jeunes fils d'ouvriers de pouvoir devenir médecins, parce que c'était pas possible avant les bourses d'engagement. Mais ça, on arrive à rassembler tout le monde autour de ces questions. Il y a à Dunkerque la nécessité de rassembler pour pouvoir accélérer, aller plus loin. En général, j'arrive à rassembler tout le monde sur ces questions-là. Tant mieux, je pense que ça va dans le bon sens. Alors tout le monde ou presque tout le monde, on va parler d'un autre parti politique qui ne vous a pas rejoint. Adrien Nave a connu des turbulences internes avec le retrait de son investiture RN. Cette instabilité fragilise-t-elle votre opposition ? Je connais Adrien Nave depuis pas mal de temps puisqu'il siège au conseil municipal. J'ai envie de dire, voir quelqu'un d'un groupuscule d'extrême droite quand même ultra radical sur sa liste en position éligible, c'est pas quelque chose qui m'a complètement surpris du personnage. Moi, je pense qu'il respecte des valeurs qui ne sont pas du tout ce qu'attendent nos concitoyens aujourd'hui pour un élu. Donc moi, je continue à affirmer mon opposition. Moi, j'ai pas envie de débattre de ça. Je pense que ce ne sont pas des valeurs qui correspondent aux Dunkerquois. Et il y a déjà plusieurs exemples avant même ce qui se passe aujourd'hui sur la liste qui laisse à penser que les valeurs de M. Nave ne sont pas tout à fait compatibles avec ce que peuvent attendre les Dunkerquois aujourd'hui. Vous avez pu comprendre sa double candidature? On rappelle qu'il est candidat et à Saint-Paul-sur-Mer et à Dunkerque. Moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je préfère travailler sur mon projet. Voilà. Avant de parler de votre projet, on va parler de votre mandat qui se termine. Quels sont, selon vous, les 3 marqueurs majeurs de votre dernier mandat? Waouh, voilà une belle question. Forcément, la question de l'emploi. Parce que depuis 2018, c'est 5000 chômeurs de moins, 5000 créations d'emplois. D'abord, c'est la preuve qu'on a réussi à privilégier les habitants du territoire dans les emplois qui se créent. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis, les perspectives économiques qui se dessinent avec l'arrivée... Tout à l'heure, j'ai croisé le directeur général d'Orano, c'est le projet Neomat, avec Crystal Road, avec Tepsa, pardon. On a là des projets industriels qui se concrétisent, et c'est pas que l'industrie à Dunkerque qu'on arrive à développer l'attractivité résidentielle. Premier marqueur, ce serait quand même la nouvelle dynamique économique, indéniablement. La poursuite de l'aménagement en termes de cadre de vie, je pense que ça a marqué aussi. On a commencé à initier ce grand plan ville-nature qui va largement se développer au prochain mandat. J'ai en tête l'extension des parcs, Ziegler, Marine, les berges des Glacis, la poursuite de la rénovation des stations balnéaires, de la digue, hein, ça a aussi beaucoup marqué le deuxième mandat, et qui va encore se concrétiser encore plus dans un troisième mandat où il faut qu'on continue ce plan sur la nature. Donc je dirais voilà, l'aménagement et le développement d'un cadre plus végétalisé à Dunkerque, c'est absolument indispensable, on doit le faire. Et après, pour prendre un troisième marqueur, moi j'aime bien toujours prendre la question des jeunes et des enfants, parce que c'est quand même notre avenir. Alors tout à l'heure, j'ai parlé des classes bonus et des parcours de réussite. J'aurais pu parler aussi de la bonne aventure. Je pourrais parler de ce projet de Boréal, qui doit permettre aussi maintenant à nos jeunes
d'avoir envie de vivre à Dunkerque. Pendant très longtemps, sur ce territoire dont jeunes ont voulu fuir. J'étais de cette génération qui voulait fuir Dunkerque parce qu'il n'y avait rien pour la jeunesse ici, y compris l'emploi. Là, maintenant qu'on réussit à avoir une dynamique d'emploi, là, maintenant qu'on réussit à changer l'image de la ville à l'échelle nationale, on commence à avoir des jeunes qui veulent vivre à Dunkerque, s'installer à Dunkerque, rester à Dunkerque, quelles que soient les catégories sociales. C'est une chance extraordinaire pour le territoire. Alors, on a déjà fait des choses, de la bonne aventure, je le disais. Il faut aller plus loin dans cette démarche. Donc, voilà, j'ai envie de dire, je mettrai l'enfance et la jeunesse comme le troisième marqueur parce que c'est quelque chose auquel je tiens, à la fois en termes d'égalité des chances, permettre à chacun de pouvoir aller le plus loin possible de ce qu'il peut faire, notamment à l'école, et puis les accompagner dans ce qu'ils attendent de la vie et dans ce qu'ils attendent des loisirs, des services ici à Dunkerque. Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez alors ? Parfois le temps. C'est vrai qu'on a eu un mandat qui a été marqué au début par le Covid, qui a pu ralentir effectivement un certain nombre de projets. Parfois c'est un peu long. Je prends l'exemple du logement. Aujourd'hui, si on a une problématique autour de logement, c'est parce que on met parfois 8 ans pour sortir des programmes immobiliers. Parce que les contraintes administratives, parce que la difficulté à trouver parfois une filière du bâtiment opérationnelle. Tout ça fait que parfois c'est un peu long pour sortir les programmes de logement et du coup on voit des Dunkerquois qui ont du mal à se loger. Donc peut-être parfois le temps qu'on met en œuvre pour développer des projets alors que les besoins sont immédiats. C'est vrai aussi pour la santé, quelque part on aimerait tout de suite avoir les médecins, sauf que ça prend du temps pour mettre en œuvre des politiques publiques, avoir des résultats et parfois effectivement on aimerait que ça aille plus vite parce que nos concitoyens parfois manquent de médecins, parfois manquent de logements. On a mis en place les politiques public pour le faire, mais ça met du temps. Donc, ça veut dire, le seul regret que j'ai, c'est que parfois, ça met plus de temps que ce que j'aimerais pour pouvoir répondre encore plus rapidement aux besoins des Dunkerquois. Vous parliez des logements, justement, à Dunkerque. Le problème n'est plus seulement le nombre de logements, mais aussi leur prix. Est-ce que vous constatez aussi une hausse des loyers, du prix du mètre carré ? Oui, et ça va avec. J'ai envie de dire, on constate une augmentation des loyers et on constate surtout une très forte demande de logement. Si je prends que le logement social, c'est plus de 11 000 ménages aujourd'hui qui demandent un logement social à l'échelle de l'agglomération. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, effectivement, il y a plus de séparations. On fait moins d'enfants et donc il y a plus de ménages, tout simplement. La taille des ménages diminue. L'effet BNB aussi, qui a beaucoup privé le marché locatif privé d'un certain nombre de logements, les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, qui ont ralenti l'accession à la propriété. Bref, il y a plein de raisons et c'est plutôt une crise nationale. Avec un facteur spécifique à Dunkerque, c'est que Dunkerque ne perd plus d'habitants. Maintenant, Dunkerque regagne des habitants. Et donc, c'est un facteur, évidemment, qui a été aggravant dans la crise du logement. Il faut réagir et il faut réagir de plusieurs manières. D'abord, il fallait arrêter la croissance des BNB à Dunkerque. Donc, c'est ce qu'on a fait à la ville et à la communauté urbaine. Non pas interdire les BNB, ils peuvent être utiles, effectivement, pour accueillir des personnes qui viennent travailler ou tout simplement qui viennent en touristes, j'ai envie de dire, sur le territoire dunkerquois. Mais il fallait réguler pour que ça ne croisse plus. Donc ça, on l'a fait. Et ensuite, il n'y a pas de secret, que ce soit pour le prix ou pour l'offre, il faut produire du logement. Et donc aujourd'hui, on s'est engagé dans ce plan, 12 000 logements en 10 ans ou 14 000 logements en 12 ans, peu importe, qui marque, entre 2023 et 2025, on est déjà livré 2000 logements, on en a 5000 en chantier aujourd'hui. Ça doit pouvoir permettre de répondre à la demande. Deux conditions à ça que je me fixe et qui sont très importantes. D'abord, toutes les situations, tous les revenus. Il y a presque la moitié des logements qui sont produits aujourd'hui qui sont des logements sociaux et donc accessibles à tous. Et puis, l'autre partie qui est du logement privé. Donc, première chose, pouvoir répondre à tous les niveaux de revenus des citoyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, faire en même temps la renaturation de la ville et la production de logements. On doit produire des logements. C'est nécessaire. On n'a pas le choix, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois pour tenir les prix et à la fois pour apporter une offre. Mais pas n'importe comment. Et donc, d'abord, on ne construit que sur des friches. Donc aujourd'hui, ce sont des territoires qui sont en friche, la caserne Pazégie, l'ex-chambre de commerce et d'industrie, Nicodème, le Grand Large. Là, je vous parle que de friches, c'est-à-dire des territoires qui étaient des friches. Donc on construit d'abord sur ces friches. Et puis on a regardé la surface globale de ces friches. La moitié va à la nature, la moitié va au logement. Voilà. Vous prenez par exemple le parc Ziegler, il y avait une friche commerciale, elle a été intégralement redonnée à la nature. Et puis, à d'autres endroits, on fait 50-50. Le but du jeu, c'est que quand on fera la surface globale de ces friches, la moitié pour renaturer la ville,
la moitié pour produire du logement parce qu'on en a besoin. Et donc voilà le parti pris qu'on a fait. Produire du logement pour tenir les prix, tenir les loyers et pour apporter une offre à nos concitoyens, mais à tous les niveaux de prix, à tous les niveaux de loyer, social comme privé, et en ne sacrifiant pas la nature, puisque la moitié des friches sur lesquelles on construit aujourd'hui les logements sont rendues à la nature. Sauf à habiter dans un igloo, tout le monde sait aujourd'hui partout en France qu'à Dunkerque, le bus, il est gratuit. Cette idée qui a fait des petits, on a reçu ou on va recevoir les candidats des communes de la région, on pense à Calais, à Boulogne, Saint-Omer, eux aussi ont envie de s'y mettre. Après, on rappelle que pour ce faire, il faut aussi qu'il y ait toute une politique à côté, notamment en termes d'infrastructures et financièrement aussi, comment on fait? Est-ce que c'est soutenable encore aujourd'hui? Bien sûr que c'est soutenable. C'était un joli pari du premier mandat. Et effectivement, je pense que les Dunkerquois y ont bien adhéré. Non, pas de difficultés financières. Et puis même, le développement du territoire va apporter des ressources complémentaires même à ce réseau de transport collectif, vous savez qu'il est financé par une taxe sur les entreprises, le versement mobilité. Et donc, avec les industries évidemment qui vont arriver, c'est des ressources nouvelles qui vont être apportées. Le défi de l'avenir, c'est de pouvoir aussi maintenant développer le transport collectif vers la zone industrielle-portuaire. C'est ça le défi de l'avenir. Aujourd'hui, on a mis le bus gratuit et il est plutôt développé là où il y a beaucoup d'habitants, dans les secteurs denses de l'agglomération. C'est logique. Bon. Demain, il faut que on puisse, pour éviter de saturer l'autoroute, parce que aujourd'hui, 80% des personnes qui vont travailler dans la zone industrielle portuaire, ils vont en voiture et ils sont seuls dans leur voiture. Donc, si demain vous projetez 20 000 emplois, c'est fini. L'autoroute, vous circulez plus dessus. Donc, pour anticiper à 10 ans, pour éviter de bloquer l'autoroute, pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas de voiture de pouvoir accéder à l'emploi dans cette zone industrielle portuaire. Demain, vous êtes salarié de Vercors, par exemple, ou de Néomat. Si vous n'avez pas de voiture, parce que vous êtes au chômage, vous faites comment pour aller travailler dans la zone industrielle portuaire? Donc, c'est aussi pour des raisons sociales. Il faut développer le transport collectif vers ces nouvelles zones d'implantation d'industrie. Et donc, pour ça, le défi, ce sera, je l'ai déjà évoqué, ces navettes autonomes qui vont permettre, effectivement, d'amener les personnes depuis un certain nombre de pôles d'échange, où on pourra se garer, bien entendu, mais on pourra arriver en bus aussi, jusqu'à ces futures usines. Donc, c'est le défi de l'avenir, permettre aussi à la zone industrielle portuaire de rentrer dans ce schéma de transport collectif. Évidemment, gratuit. Et vous devez être heureux aussi de voir qu'à Calais, on a aussi emboîté le pack. Des candidats de Boulogne et de Saint-Omer veulent aussi leur bus gratuit à l'image de Dunkerque. On a parlé mobilité, on va parler sécurité. C'est une priorité pour tous les habitants, peu importe d'où on vient. À Dunkerque comme ailleurs, le taux de crime et de délit à Dunkerque a baissé de 15% entre 2016 et 2024. Comment vous l'expliquez ? Bon, d'abord, on a fait un énorme travail depuis 2014, je ne veux pas l'oublier, doublement des effectifs de la police municipale, création d'une brigade de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, maintenant la police municipale, 255 caméras au moment où je vous parle. Donc c'est vrai que 2014, il y a un effort considérable qui a été fait pour doter la police municipale de véritables moyens. Et c'est reconnu. Aujourd'hui, c'est reconnu par les habitants, par les commerçants. Il y a une vraie réactivité de la police municipale aujourd'hui et je pense que c'est important. Donc, il y a déjà ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui peuvent émerger. Et ça, il faut toujours être vigilant. Vous savez qu'en tant que maire, tous les jours, moi, je regarde la main courante, je regarde ce qui se passe dans la ville en matière de sécurité. C'est la première chose que je fais quand j'arrive au bureau. Je regarde la main courante, je regarde ce qui s'est passé la veille. Je serai toujours vigilant à des questions de sécurité. Puis on a des phénomènes donc nouveaux qui apparaissent. On a vu apparaître l'errance il y a 2 ans, l'errance agressive. Il a fallu réagir, il a fallu s'adapter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le prochain mandat, on va encore augmenter les effectifs de la police municipale parce qu'il y a ce phénomène nouveau qui arrive. On s'est engagé sur 10 postes de policiers municipaux supplémentaires, notamment pour cette problématique. On a des incivilités aussi qui sont en croissance. Je pense à la vitesse excessive sur un certain nombre d'axes, où là aussi, on va déployer des moyens supplémentaires, notamment plus de caméras mobiles. C'est vrai qu'on avait, par le passé, privilégié des caméras fixes sur certains points. Prenez par exemple le centre-ville ou la digue. Aujourd'hui, vraiment, il y a une couverture des caméras qui est vraiment optimale. Mais on avait peut-être moins de caméras mobiles. Sauf que les incivilités, parfois, elles viennent sur certains secteurs, elles s'accumulent sur certains secteurs, et il faut avoir demain plus de mobilité au niveau de nos caméras pour pouvoir aller surveiller, par exemple, des vitesses excessives sur quelque chose. Donc là, on va travailler effectivement pour renforcer cette action contre les incivilités. Donc vous voyez, il y a un effort qui est fait, c'est une priorité de la municipalité depuis 2014, et les moyens suivent, mais il faut toujours s'adapter et apporter les moyens en conséquence. Et puis d'autres projets sur la sécurité. Notamment, je souhaite, et j'en ai beaucoup discuté avec le préfet,
Un hôtel des polices commun, on appelle ça un hôtel des polices, rassemblés dans un même lieu, police municipale, police nationale, centre de supervision urbaine, pour que le travail soit encore meilleur ensemble. Plus on arrive à coordonner les polices, mieux on arrive à gérer les questions de sécurité. Et un exemple tout bête, quand la police nationale a besoin d'aller consulter les caméras, aujourd'hui elle doit aller en basse-ville, au siège de la police municipale. Demain, dans un même lieu, la réactivité sera beaucoup plus forte pour la police nationale également. Donc, un hôtel des polices, ça existe à Valenciennes, ça existe à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc, c'est des exemples. Moi, je voudrais le faire à Dunkerque. Et l'État, aujourd'hui, est plutôt d'accord pour engager les choses. Et puis, un bureau de police à la gare. Parce que demain, avec notamment le pôle loisirs sur la gare, et puis on sait très bien que les secteurs des gares sont toujours des secteurs un peu plus difficiles en matière de sécurité. Avoir un point fixe de police municipale à la gare, ça fera aussi partie des projets du prochain mandat. Patrice Vergrit, candidat à sa propre succession à Dunkerque, est notre invité. On a évoqué il y a un instant les 3 marqueurs de votre précédent mandat. Quels seront les 3 marqueurs du prochain, si vous êtes élu? Le grand plan ville-nature. Nous devons végétaliser la ville. Je le disais, il faut certes construire des logements, mais il faut aussi renaturer notre ville. On a besoin de davantage de végétal à Dunkerque. Donc, je le disais, on a fait cette expérimentation sur les berges des glacis. On doit pouvoir la prolonger déjà sur le canal exutoire jusqu'aux 4 écluses et peut-être d'autres canaux. Je pense au canal de Berge, je pense au canal de Jonction, où on doit pouvoir réaménager les berges pour pouvoir les rendre beaucoup plus agréables à l'ensemble des habitants. L'extension des parcs. Donc, j'ai dit tout à l'heure parc Marine, parc Ziegler, mais demain, j'aimerais aussi agrandir le parc Coquel, créer un parc urbain au banc vert. Voilà, il faut davantage de parcs, d'espaces dédiés j'ai envie de dire à la tranquillité et au contact avec la nature, c'est très important. Continuer les cours végétalisés, je me suis engagé sur 5 au prochain mandat. C'est vraiment un succès, ces cours végétalisés, un beau travail avec les enseignants. Et puis ça permet aussi à nos enfants même de faire classe dehors par moment ou On est sur une moyenne d'une part rentrée quasiment. On est à peu près sur une moyenne d'une part rentrée, c'est ça. Donc vous voyez, ces cours végétalisés, ça change quand même les choses. Ça veut dire ça, c'est un peu la première priorité, végétaliser la ville. Je n'ai pas parlé de la digue, l'extension de la digue vers l'est, dans une logique de chemin dunaire. Vous connaissez la digue populaire, celle qui a été refaite en premier. Sur l'est, je voudrais quelque chose de plus nature. Et donc, ce sera évidemment, ça fera aussi partie du grand plan ville nature. Ça, c'est un premier marqueur. Végétaliser la ville, ça va être très très net au prochain mandat. Le deuxième marqueur, j'ai envie de dire. Je cherche, en même temps, je réfléchis. Évidemment, on reviendra sur la question des grands services, c'est-à-dire avoir cette continuité dans la politique de l'emploi. Aujourd'hui, on a obtenu des victoires, on a gagné des batailles sur la dynamique de l'emploi. Tout à l'heure, je parlais des 5000 chômeurs de moins. Il faut continuer à travailler. C'est pas gagné pour autant. Il y a à continuer le travail économique, diversifier davantage. Vous l'avez vu, on l'a fait pour le site qui était le site avant de SRD avec l'arrivée de Technip et Tepsa. On a parfois une économie trop dépendante du secteur automobile avec la sidérurgie, avec les batteries. Il faut pouvoir diversifier sur d'autres filières. Il faut pouvoir veiller à ce que maintenant chaque Dunkerquois qui est à la recherche de l'emploi puisse avoir une proposition. Je me suis presque donné un défi, c'est pas un engagement et je me méfie de ce genre de statistiques parce que ça veut rien dire. Mais je me suis donné presque un défi personnel, c'est que le taux de chômage à Dunkerque à la fin du prochain mandat soit sous le taux de chômage national. Ce serait pour moi en tout cas une vraie satisfaction. Aujourd'hui on est à 0,8 points. Vous vous rendez compte, on était à un moment donné à plus de 3 points de la moyenne nationale. Donc on avait un taux de chômage 3 points au-dessus de la moyenne nationale à Dunkerque. On est arrivé à 0,8 aujourd'hui. Et donc voilà, une vraie satisfaction, ce serait de réussir, de concrétiser cette victoire économique et de ramener le taux de chômage à Dunkerque en dessous du taux de chômage national. Ça aussi, ce sera évidemment une priorité. Et puis, je le disais tout à l'heure, la santé, le logement, répondre aux besoins des Dunkerquois, continuer ce plan démographie médicale qu'on a mis en œuvre, alors que ce n'est pas une compétence de la communauté urbaine. Les gens doivent le savoir, en matière de santé, c'est l'État qui a la compétence. C'est pas la communauté urbaine ni les communes, c'est l'État qui a la responsabilité. Mais il y a 3 ans, avec l'ensemble des maires de la communauté urbaine, on s'est dit non, on peut pas rester les bras ballants quand presque 10% de la population n'a pas de médecin traitant. Donc ça continuera à être une véritable priorité. On a fait les bourses d'engagement, on fait ce centre de santé intercommunal dans le secteur de la gare, on modernise l'hôpital. Ce combat-là,
comme le logement que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des combats très importants parce que ce sont les besoins des Dunkerquois et ça restera aussi des marqueurs du troisième mandat. Merci beaucoup, Patrice Vergrit, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Cette interview et toutes les autres pour la ville de Dunkerque, Damien Lacroix pour Dunkerque Populaire, Nicolas Fournier pour Dunkerque Citoyenne, Adrien Nave pour le Défi Dunkerquois et Clément Bézine pour le Camp des Travailleurs, c'est à retrouver notamment sur le site de Delta FM.